Bonjour à tous et bienvenue pour les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 7 septembre 2021. C'est donc l'émission de la rentrée. Je suis très heureux de vous retrouver. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, et pour les nouveaux, voici les rendez-vous sur Zone Bourse. Tous les matins, vous retrouvez le Morning Meeting d'Anthony Bondin, version écrite et version audio. Tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac. Et comme tous les mardis, on se retrouve pour les marchés en action. Au sommaire de cette émission, un focus marché sur les grands développements récents, le top flop macroéconomique pour mieux apprécier les marchés et enfin une rubrique analyse graphique avec indice forex matières premières puis une sélection parmi vos actions préférées. Le focus marché. Nouveau record historique, encore et encore et encore, du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq 100 qui ne semblent absolument pas effrayés par le tapering à venir. Le tapering, c'est l'annonce d'un ralentissement des achats d'actifs de la Banque centrale américaine. On passerait donc de 120 milliards par mois à peut-être 100 puis 80 milliards par mois. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce sont surtout les hausses de taux qui pourraient faire peur aux investisseurs. Le tapering, c'est un ralentissement des achats d'actifs. Ça veut dire que la Fed va un peu moins injecter, mais elle va malgré tout continuer d'injecter. Or aujourd'hui, si vous superposez les cours du S&P 500 et de la liquidité entrante, eh bien vous pouvez constater qu'ils sont complètement corrélés. Donc en théorie, tant que la liquidité va, tout va. Les chiffres de l'emploi américain du mois d'août sont ressortis inférieurs aux attentes, faisant baisser la pression sur la Banque centrale américaine. La Banque centrale avait dit que si le marché de l'emploi était très dynamique et qu'il y avait énormément de création d'emplois, eh bien, elle irait un peu plus vite en besogne concernant le tapering. Avec ce chiffre inférieur aux attentes, eh bien, ça retire un petit peu de pression. Par contre, attention, l'inflation ne fléchit pas et pourrait devenir problématique. Ce sera vraiment une statistique clé dans les semaines à venir. Après un premier semestre tonitruant, les indices européens latéralisent. Le CAC, le DAX sont plutôt stables ces dernières semaines, rattrapés par les indices américains et l'insolent Nasdaq qui inscrit des records presque quotidiennement, notamment en partie grâce à des flux entrants de la part des particuliers qui sont absolument historiques. Les investisseurs porteront leur attention sur la réunion de la BCE prévue ce jeudi. Cette dernière semble vouloir emboîter le pas à la Fed en ralentissant ses soutiens au marché, mais rappelons-nous qu'entre spéculation et réalité, la Banque centrale devrait continuer d'afficher son soutien à une reprise qui est tout de même affaiblie par le Covid toujours présent. En Asie, les statistiques chinoises rassurent, avec des chiffres supérieurs aux attentes au niveau des exportations et importations chinoises. Le marché chinois, d'ailleurs, les actions chinoises ont rebondi, notamment les valeurs technologiques. Elles sont en tous les cas stabilisées. On a aussi eu un beau démarrage du Nikkei avec une performance de 1,8% ce lundi, donc toujours des flux positifs. Le pétrole WTI latéralise sous les $70, indécis, on le verra dans la partie graphique, sous une oblique de résistance. Les métaux précieux bloquent sous des résistances également, notamment l'or sous les $1835. Ça fait plusieurs semaines qu'on teste ce niveau et qu'il ne passe pas. Donc peut-être qu'on va avoir une pause nécessaire sur l'or. Rappelons qu'après son trou d'air sur les $1620 approximativement, l'or avait regagné 12%. Il a donc besoin peut-être de respirer un petit peu. Enfin, le Bitcoin fait face à une zone chaude, la zone des 52-53 000 dollars. Rappelons qu'il a gagné 80% en un mois et demi. Je vous avais parlé pas mal du Bitcoin autour des 30-40 000 dollars en évoquant une opportunité. Je trouve qu'il y a un petit peu d'euphorie à court terme, un peu trop de gens qui visent les plus hauts historiques. Donc pour ceux qui font en tous les cas du court terme, pour ceux qui font
des cryptos autres que le Bitcoin qui peuvent être particulièrement volatiles, eh bien vous pouvez peut-être remonter vos stocks de protection, voire encaisser une petite partie des bénéfices. Ça fait toujours du bien au cerveau et au portefeuille. On va passer au top flop macro. 30 000 milliards de dollars, c'est le bilan des plus grandes banques centrales de la planète, donc la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la BOJ au Japon et la PBOC en Chine. On a donc 10 000 milliards de dollars qui ont été injectés, vous voyez, à partir d'ici, à partir du point du Covid. Les banques centrales avaient arrêté de soutenir les marchés en fait 2018-2019 et avec le Covid, eh bien 10 000 milliards ont été injectés. Ça a permis de soutenir artificiellement les économies, mais les marchés surtout. Un marché action qui a réussi en un peu plus d'un an, aux États-Unis en tous les cas, à gagner 100%. Du coup, on a des journaux comme le Barron's aux États-Unis qui publient que plus rien ne peut empêcher les marchés américains de battre des nouveaux records et d'aller chercher de nouveaux records historiques. Alors c'est vrai que quand on lit ce genre de titre, on se dit attention, c'est quand on lit, quand on voit ça qu'on peut connaître des respirations, des corrections, notamment quand le consensus acheteur est bien trop fort. Maintenant c'est vrai que en termes de statistiques macroéconomiques, on a des chiffres qui montrent qu'on a une normalisation des chiffres de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Comme je vous l'avais expliqué, post-Covid, on avait une reprise historique et là, on est en train d'infléchir un peu au niveau des chiffres macro. On se stabilise, mais toujours avec un dynamisme économique assez fort. Tant qu'il n'y a pas de cailloux dans la chaussure du marché, on ne va pas forcément parler de signes noirs, mais en tous les cas de points négatifs. Pour le moment, c'est un petit peu un marché en roue libre. On a le marché américain en termes de capitalisation boursière comparé au PIB qui atteint pratiquement 200%. C'est un chiffre qui est sur des records et qui est bien plus haut que les 20 dernières années lors des précédentes crises. Simplement, on a évoqué la liquidité avant. Et en plus de ça, il faut regarder les bénéfices publiés par les entreprises. Or, vous avez ici un graphique à droite qui vous montre que depuis 40 ans, globalement, les bénéfices réalisés par les entreprises du S&P 500 ne font pratiquement que monter. Alors certes, on a des récessions, années 90, la crise de 2001-2002, la crise de 2008, on a eu un ralentissement rapide aussi avec le Covid, mais les bénéfices des entreprises du S&P 500 ont atteint cet été des nouveaux records historiques justifiant du niveau actuel des indices. On a aussi l'activité des fusions-acquisitions qui explose. On a une sorte de rattrapage, toujours ce rattrapage post-Covid. Donc vous voyez qu'on a connu un trou d'air en 2020 et qu'on connaît un magnifique rattrapage avec un record historique de l'activité des M&A à travers la planète. Ce qui fait que, comme je vous le disais, des banques centrales en soutien, des résultats d'entreprise, des fusions-acquisitions, pas mal d'OPA, on est dans un marché dynamique. Et du coup, nous sommes actuellement sur 7 mois consécutifs de hausse, voire même, puisqu'on est positif sur ce mois de septembre, sur un 8e mois positif sur le CAC 40, c'est du jamais vu depuis 2015, depuis 16 ans. Et c'est bien évidemment dû en grande partie à la liquidité injectée en permanence sur les marchés. On attaque une saisonnalité un peu particulière, septembre-octobre, c'est parfois là que les marchés connaissent des accidents. Est-ce qu'on va connaître un trou d'air en cette période? Nous verrons bien. Nous verrons aussi quel support il faut que les indices tiennent, sous lesquels il conviendra de devenir un petit peu plus prudent si justement on perd des pieds. En attendant, pour l'instant, comme je le disais, c'est un long fleuve tranquille. C'est un petit peu les chaises musicales, voilà, tant que la musique bat son plein, on continue de danser. Le marché américain a inscrit le S&P 500, 53 records historiques cette année. Son record de record historique, c'est 77 dans l'année. Vous voyez qu'on n'est plus qu'à 9 records historiques de la deuxième place. En 2017, on avait atteint 62 records historiques dans l'année avant de consolider.
Ça veut pas dire grand-chose. En fait, certains montrent qu'on est dans du record de record, dans quelque chose d'exceptionnel, mais comme je vous l'ai expliqué, les bénéfices des entreprises sont exceptionnels, les liquidités injectées par les banques centrales sont exceptionnelles. Et du coup, sur le sentiment, le Sentiment Index sur le marché américain, eh bien, nous n'avons pas d'euphorie. On est plutôt neutre dans le sentiment des opérateurs. Et c'est la même chose sur le Fear and Greed Index, l'indice peur et avidité de CNN Money, qui est autour, je crois, de 54 points actuellement, et qui est donc relativement neutre. Un petit graphique pour comparer la capitalisation boursière de l'or et celle des crypto-monnaies, parce que ça se ressemble quand même pas mal entre l'or physique et l'or numérique. On voit que dans les années 70, l'or avait eu une capitalisation de 1200 milliards avant de connaître une baisse de 50%, précédant une envolée x4. Donc 400%, 300% de hausse, je vais y arriver. Voilà, c'est ce qu'espèrent les opérateurs sur les crypto-monnaies. Vous voyez qu'on a eu plus ou moins le même comportement, mais beaucoup plus rapide. Ici, c'est des mois, alors qu'ici, c'était des années. La capitalisation boursière du Bitcoin a atteint, pareil, 1200 milliards, a perdu 50%, et on est en train de repartir vers les sommets. Si on venait à les dépasser, eh bien, on pourrait peut-être connaître une envolée, comme l'or en avait connu par le passé. Ici à gauche, vous voyez que l'indice des surprises économiques aux États-Unis est en train de redescendre, donc c'est la fameuse normalisation macroéconomique dont je vous parlais. Par contre, l'inflation est très forte et les opérateurs historiquement achètent de l'or pour se protéger de l'inflation. Maintenant, on achète aussi des crypto-monnaies pour se protéger de l'inflation. Le Bitcoin en profite évidemment, mais après il y a aussi des altcoins sur des projets assez dynamiques comme Solana qui ont fait 1000% cette année. Les cryptos profitent de flux entrants, d'une volatilité extrêmement forte et du côté voilà, protection contre l'inflation, une inflation qui ne fléchit pas et qui sera vraiment à suivre dans les semaines, les mois à venir. Ensuite, une prise de recul sur la capitalisation boursière mondiale qui ne fait que monter. Ici, c'est la capitalisation boursière de l'ensemble des compagnies listées de 2001 à 2020. Vous voyez que ça monte graduellement. Vous voyez que la part des États-Unis depuis 2008 est passée de 35 à 50%. Donc les États-Unis grignotent la planète. Mais ce n'est pas le seul constat à faire sur ce graphique. On peut constater que la Chine grignote également avec une capitalisation boursière qui est passée ces dernières années de 2, 3 à 5 à 7 à 8% et qui monte progressivement. Ici à droite, c'est une nouveauté pour les membres et les clients qui utilisent Zone Bourse. Nous avons refait les heatmaps. Vous avez des heatmaps sectoriels, des heatmaps sur les indices, des heatmaps sur vos portefeuilles, ce qui peut vous permettre de classer les variations, la temporalité et de voir justement quelles actions sous-performent, surperforment et où sont un petit peu les mauvais élèves dans votre portefeuille ou dans vos listes. Parce que sur le site de Zone Bourse, on peut se faire soit une liste, soit un portefeuille virtuel, soit on peut carrément loguer son portefeuille réel. Il y a le Portfolio Manager sur Zone Bourse. Vous connectez votre compte de trading au Portfolio Manager sur Zone Bourse et du coup vous aurez la courbe d'évolution de votre portefeuille, l'historique, le drawdown, toutes sortes de chiffres qui vous permettront peut-être d'optimiser votre money management. Enfin, ici à gauche, un graphique sur la psychologie de l'investisseur sans stop. C'est un graphique réalisé par Christophe de Trend France. C'est notamment valable sur les valeurs baissières, mais en théorie on n'en achète pas, et c'est notamment valable pour ceux qui font des small caps qui peuvent être assez volatiles et sur lesquels je conseille toujours de mettre des stops. Donc vous voyez ici le sentiment d'une personne. On achète là-haut sur une cassure qui n'est pas effective. On dit j'ai un stop mental, je vais couper si ça ne prend pas.
Ça baisse, on dit il faut laisser respirer les cours. Ensuite, oh, c'est une chasse au stop. Ensuite, ça repart. Ah bah c'est bon, je vois rien, je suis dans le bon sens. Ah bah non. Ensuite, ça continue de baisser. Ah bah c'est du grand n'importe quoi. Ça a trop baissé, ça va rebondir. Ça rebondit un peu. Ah bah vous voyez, c'est ce que je disais, ça rebondit. Ensuite, ça baisse trop, j'ai une grosse perte. Pas vendu, pas perdu, le fameux. Ensuite, on passe dans l'optique de long terme. Moi, c'est pas grave, c'est du long terme. Je la garde de toute façon. Et puis un jour, peut-être, parfois, il y a un profit warning et la valeur qui avait déjà baissé de 20, 30, 40% en repère encore 15 sur une mauvaise nouvelle. Et là, c'est le gros coup au moral. Tout ça pour vous dire qu'il faut avoir des règles, quel que soit votre style, hein. Vous êtes investisseur avec l'équipe Zone Bourse, vous avez des stops qui sont sur le fondamental des sociétés, mais vous avez des stops, des invalidations quand même. Vous êtes trader sur les small caps, sur les biotech, parce que vous êtes fan, pourquoi pas, mais dans ces cas-là, avec les règles de money management qui incombent, avec des stops. Et c'est pour ça que je vous mettais aussi ce petit graphique ici à droite. La vraie folie, c'est de toujours faire la même chose et d'espérer des changements. Si vous voulez améliorer vos performances, si vous voulez optimiser votre portefeuille, à un moment, il vous faut des règles strictes, les respecter et si ça ne fonctionne pas, les ajuster. Voilà, c'est la fin de cette première partie d'émission. Je vous montre le programme de la seconde partie avec des valeurs françaises SRD, des cas spéciaux, des valeurs trend following et en Green Line Breakout, le fameux. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous tapez Green Line Breakout ou bien émission GLB Nicolas Chéron sur YouTube. Vous avez un épisode fait exprès avec des exemples pour bien comprendre le concept. Et puis enfin, des valeurs étrangères. C'est l'heure de la pause café et donc de la pause musicale. Magnifique Rameau les trois mains par Clément Lefebvre au piano. Premièrement, je voulais vous remercier pour les actions. Je vous ai demandé sur Twitter quelles actions vous souhaitiez que je couvre dans cette émission. Bon, vous m'en avez proposé à peu près 280 différentes, donc comme d'habitude, j'ai fait une sélection. Je vous remercie tous en tous les cas pour votre participation, pour les pouces bleus sur la vidéo, pour les encouragements.
Ça fait très plaisir. On commence par un petit coup d'œil sur les indices. Je crois que c'était mardi 24 août que j'ai fait ma dernière émission. On était à 6700-720, on est à 6740. Le Holiday Index n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de baisse pendant mes vacances, c'était plutôt une pause estivale. On est sans tendance sur le CAC 40, on est aussi à long terme bien évidemment, on est aussi à moyen terme, tant qu'on est au-dessus de la MM50 à 6630-40 points. C'est toujours un marché porteur, un marché dans lequel on peut faire du stock picking. Depuis 3 semaines, on va dire deux semaines, il y a pas mal de small caps qui se sont reprises. Donc pour ceux qui font du trading, pour ceux qui font des small caps, eh bien c'était une belle période. Ici donc, on a touché le haut de canal mi-août. On est en latéralisation. Si on arrive à trouver la puissance nécessaire et que l'on casse les 6780-6800, eh bien on pourrait retourner de nouveau vers la borne haute à 7000 points. Comme je vous l'ai dit avant de partir en vacances, j'aurais bien vu une consolidation, du moins je l'aurais espéré, pour pouvoir avoir des prix d'entrée un peu plus attractifs sur repli, sur des bons dossiers. Pour l'instant donc, c'est haussier, on peut faire du stock picking. Une petite oblique passe par les plus bas des dernières séances, du coup la hausse de ces 10 derniers jours ressemble un petit peu à un drapeau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on casse les 6680 points à peu près, il faut faire attention parce qu'on sortirait de ce drapeau par le bas et on pourrait consolider un peu plus bas. Et je dirais que l'alerte pour ceux qui font du swing et du trend following pour alléger, pour mettre des stops, etc., c'est 6640 points, la MM50. Tant qu'on est au-dessus, tout va bien. Mais si on la casse, alors la consolidation, la respiration, tant attendue par certains, dont moi, eh bien, se matérialisera peut-être. Ce ne serait pas la fin du monde, mais ça nous permettrait de revenir vers des supports de moyen terme assez solide, avec ici vous le voyez la moyenne mobile à 200 périodes qui arrive en soutien. Donc on ne serait pas contre un repli de 5% pour pouvoir acheter de belles actions en trend following, mais sur repli et non à chaque fois sur cassure. Le pétrole, il est sous une oblique baissière, comme je vous le disais en début d'émission. Il est sous la MM 50 jours qui bloque les $70. Pivot clé, zone de résistance horizontale et oblique et psychologique. Donc tant qu'on est sous ce seuil-là, ça reste quand même baissier en termes de séquence. Sur les 2 derniers mois, on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on est vraiment sous résistance. Et si vous avez envie de miser sur le pétrole, d'acheter des pétrolières ou de vous placer sur le pétrole, il faudrait mieux attendre une cassure de cette zone des 70-50 pour pouvoir se faire. Si on arrivait à s'extraire par le haut, là, clairement, on pourrait retourner vers les records annuels. Mais tant qu'on est dessous, il y a un risque de débandade qui est tout aussi important. L'or est sous résistance, comme je le disais en introduction. Les 1835 ont été testés 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. La dernière fois, c'était vendredi, avec des chiffres de l'emploi aux États-Unis inférieurs aux attentes qui ont fait baisser le dollar. Donc l'or en a profité, mais vous voyez que ça ne passe pas pour le moment. Donc il y a de grandes chances qu'on latéralise sur l'or, qu'on fasse une pause après le rebond qu'on a pu constater ici sur la borne basse du grand range dans lequel les cours évoluent depuis maintenant 1 an. Donc on est passé de support à résistance et ce n'est qu'une cassure des $1835 qui serait positif pour la suite sous ce seuil prudence. Même chose sur les cours de l'argent qui bloquent eux sous MM50. On voit ici qu'on est dans une structure un peu plus baissière que l'or avec des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas sur les 3 derniers mois. La zone d'intérêt, elle est ici, autour des $22. C'est le bas du range de moyen terme. On est plus ou moins au milieu, on va dire dans le tiers bas, mais pour l'instant, même chose que sur l'or, on est sous résistance. Et enfin, le Bitcoin. Le Bitcoin, la dernière fois qu'on en a parlé, on était le 24, on était au niveau des $50 000. Voilà, et mon avis reste inchangé, 50, 52 et 53, 50
sont des zones de résistance puisque c'est d'anciens supports, d'anciennes zones de prix qu'on a travaillées en début d'année, en mars, en avril, en mai. On les a toutes cassées et là on revient les tester. Donc certes le Bitcoin est haussier à long terme, là-dessus il n'y a aucun problème. Le Bitcoin est haussier à moyen terme, il est au-dessus des MM200 en trend following, il est au-dessus des MM50 qui montent très rapidement. Simplement à court terme on est sous résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ces dernières séances on a eu de fortes hausses sur certaines cryptos, notamment Solana et d'autres. Et voilà, si le Bitcoin devait casser les 50 000 dollars pour revenir vers MM200, il y aurait possiblement une consolidation généralisée, ce qui ne serait pas un mal après des performances parfois hallucinantes à 3 chiffres sur certaines cryptos. On va maintenant passer aux actions. On va regarder donc les 1, 2, 3, 8 x 3, 24 actions que j'ai sélectionnées ce jour. On commence par Chargeur. Hop. Donc Chargeur est dans un range. Voilà, tout simplement. La valeur est haussière quand on la regarde depuis la crise du Covid, depuis un an, en dents de scie. Ça ressemble un peu à Median Technology qui fait des zones de latéralisation horizontale pendant quelques mois, puis on en sort, puis on fait une latéralisation horizontale, et on en espère, en tous les cas pour ceux qui sont en position, la sortie. Le point 3 ici, c'est la zone de résistance à 24,80. Le point 4, c'est la résistance suivante à 26,20. Ce sont bien évidemment des objectifs pour ceux qui sont à l'achat. Point positif, donc le trend haussier depuis un an. La moyenne mobile à 200 périodes qui a fait le job. On l'a presque touché le 20 août et puis on est reparti à la hausse. Donc c'est globalement positif. Mais ça reste un range, et un range, on peut y passer un certain temps. Donc pour ceux qui attendent vraiment des impulsions fortes, il faudra casser les 24,80. Il y a par exemple des acheteurs de moyen terme qui sont en position dans le range et qui veulent renforcer. Pour ce faire, on attend un signal fort, donc on attend une cassure de plus haut annuel. Gerbet, alors ici, théorie du phénix potentiel. C'est Raphaël Giraud qui fait de très belles interviews et de très beaux articles sur les small et les mid caps françaises sur Zone Bourse qui m'en a parlé. La configuration est intéressante ici, avec, vous voyez, des creux à chaque fois sur les 27-28 euros. Ça montre un intérêt des investisseurs d'accumuler dans cette zone de prix. Autre point positif, les cours essayent de rester au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Et la théorie du phénix, donc vous connaissez maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est une valeur qui était baissière pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans. Ici ça fait 3 ans et demi que la valeur baisse. Ensuite on arrive à se stabiliser dans un range avec parfois des volumes, un retour des volumes assez intéressant. Ensuite les prix tentent de rester au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Ils ont essayé une fois et n'ont pas réussi, 2 fois et n'ont pas réussi. C'est la 3e fois, est-ce que ce sera la bonne ? Nous le verrons. 2 barrières à casser, 35, 60, 70, puis les 37, 50, 37, 37, 50. Il faudrait réussir à s'extraire de ce range pour que la théorie du phénix s'applique. C'est quoi la théorie du phénix ? C'est un titre qui était baissier pendant 2-3 ans, qui va latéraliser un certain temps, puis qui va enfin réussir à s'extraire par le haut d'une zone de prix horizontale, avec un retour des volumes, avec des cassures de résistance, avec la moyenne mobile à 200 périodes qui se retourne progressivement. C'est ici, en tous les cas, une configuration intéressante à surveiller, d'autant plus que ce titre est relativement bas. Donc en cas de consolidation du CAC 40, c'est peut-être un titre qui souffrirait moins que les autres. Vous avez des titres à bêta élevé, des valeurs comme le luxe ou les bancaires qui, quand le CAC tangue, peuvent retracer assez rapidement. Ici, c'est une valeur qui est déjà extrêmement basse. Donc en fait, le risque de drawdown, de chute importante, est un petit peu moins fort. Hoffmann, ALAGR. Donc ça c'est un petit titre pas très liquide, vous savez que j'évite de parler quand même trop de petits dossiers, mais c'est vrai que la configuration est intéressante, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une tendance qui est globalement haussière. Ici on voit à peine le Covid, c'était un trou d'air, stabilisation, puis on repart progressivement. On a ici une sorte de canal ou de biseau baissier dont les prix essayent de s'extraire par le haut.
On a un retour des volumes moyens, c'est pas des volumes forts, c'est des volumes moyens, mais c'est déjà pas mal. Et maintenant, c'est le combat de la MM200 jours, la fameuse. Vous voyez qu'ici, le titre a pris appui dessus. Ensuite, on la casse et elle fait résistance. Ici, elle fait de nouveau résistance. Donc, je dirais que on est globalement neutre sur les 2-3 derniers mois. On a une tendance haussière long terme sur un an. On est neutre sur les 2-3 derniers mois. Il faudrait réussir à s'affranchir, franchement, de la MM200 et des 30 euros pour qu'une nouvelle vague haussière, comme on en a vu une se faire en janvier 2021, puisse se matérialiser. En tous les cas, il y a du mieux. Inat Pharma, enfin une biotech française qui monte, Vous voyez que tout est relatif, puisque Inat Pharma baisse globalement depuis 2016, donc ça fait 5 ans qu'elle baisse. Le titre a eu beau gagner 50% ces derniers jours, il n'en demeure pas moins toujours baissier à long terme. À moyen terme, il y a du mieux, on a réussi à casser la MM200 et à s'envoler. Simplement, le petit bémol ici, c'est cette résistance des 4,70, 4,80. Elle a été testée hier, elle a encore été testée aujourd'hui et ça ne passe pas. Point d'attention, la valeur a bien tenu les 4,30, donc je pense qu'ici le stop est très clair. Si vous voulez la tenir en portefeuille à court terme, il y a certains investisseurs qui sont rentrés à 3 euros, qui gardent leur stop à 3 euros et qui se disent c'est bon, j'ai le point bas, je tiens. Mais pour ceux qui font du trading et qui sont rentrés un peu tardivement et qui se posent la question de garder ou non, vous voyez qu'on échoue sous résistance, vous voyez qu'on tient les 4,30, la zone de gap. Le stop me semble clair, sous cette zone de prix, il y a de grands risques qu'on revienne tester les 4 euros et qu'on vienne clôturer le gap qu'on a laissé ouvert ce lundi. C'est assez propre cette oblique baissière ici, je vous l'avais publié début août, le 4 août je crois que j'avais publié le graphique sur Inat Pharma en disant que les flux pourraient revenir cet été sur les small caps. Les big caps étaient déjà bien hautes, le CAC 40 était sous son haut de canal, mais une stabilisation à plat des indices comme on l'a connu ces dernières semaines permet aux flux entrants de redynamiser un peu les small caps. Il y a eu des choses à faire, il y en aura peut-être encore quelques-unes. Pour ça, il ne faut pas que l'indice corrige, sinon rapidement les flux se tariront. Groupe LDLC, c'est une magnifique recovery, les cours ont fait x10 en l'espace d'un an, c'est quand même à garder en tête, belle performance passée. Beaucoup de gens parlaient donc de ce test de la zone des 61-62 et de ce rebond, cette tentative de rebond puissant, mais elle a été rapidement avortée. Me concernant, parce que je trouve que le dossier est fortement monté ces derniers temps, j'aurais tendance à ne pas suragir, j'aurais tendance à attendre d'éventuels trous d'air. Vous voyez que LDLC est habitué à faire des trous d'air avant de redémarrer, trou d'air elle redémarre, trou d'air elle redémarre. On a un niveau clé à 61,50, donc je pense qu'il y a pas mal de stops en dessous. On a un niveau clé à 60, seuil psychologique, et on a cette oblique ici qui passe par les anciens plus hauts. Ce que je trouve intéressant avec cette oblique, c'est que elle se confond avec la moyenne mobile à 200 périodes qui monte graduellement. Donc si je devais fixer un point d'achat sur LDLC, j'aurais envie de rentrer sur trou d'air, sur les 60, voire pourquoi pas sur les 57-58 euros. En cas de trou d'air, ce serait un pullback sur cette oblique, sur la MM200, et ça permettrait d'avoir une entrée relativement bien timée. Vous l'aurez compris, je ne suis pas pressé c'est la rentrée, la saisonnalité me fait être prudent. Comme je vous le disais en introduction, l'Europe sous-performe, c'est-à-dire que les indices américains continuent d'inscrire des records, mais l'Europe patine un petit peu. Il y a la BCE jeudi. Comme je vous l'ai dit, il y a 15 jours avant de partir en vacances, je ne serais pas étonné d'une petite consolidation. C'est pour ça que sur des titres comme LDLC, plutôt que de me presser, j'aurais envie de rentrer uniquement en cas de consolidation, de trou d'air, et donc potentiellement 5, 7, 8% plus bas que les cours actuels. Pharmagest, c'est aussi à long terme.
On ne peut pas dire que ce soit en trend following puisqu'on bloque sous la MM200. J'ai publié un graphique dessus hier ou avant-hier en disant que voilà, j'étais pas très à l'aise parce qu'en fait, il y a eu cassure de range par le haut, c'est vrai, mais elle a été aussi un peu poussée, provoquée par beaucoup de gens qui ont été un peu euphoriques dessus sur Twitter en disant ça y est, ça passe, faut y aller. Ça a duré une séance, cette euphorie, puis c'est rapidement retombé. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que ce n'est qu'un simple pullback sur les 96.6, ancienne zone de résistance devenue support. On a clôturé le petit gap qu'on avait laissé ouvert le 1er septembre, et peut-être que voilà, on va prendre appui sur cette zone, casser MM200, casser les 100,5 et repartir de l'avant. Me concernant, je suis mi-figue mi-raisin. Je préférerais voir une cassure des 100.5 pour valider qu'on est bien sorti du range et qu'il y a un intérêt des opérateurs pour le dossier. Parce que en cas d'échec sous MM200 et les 100.5, je ne serais pas étonné d'un retour dans le range et d'une latéralisation qui pourrait durer un peu plus longtemps. On a ici une tendance de fond haussière, mais on avait eu une hausse très puissante de mars 2020 à janvier 2021 et pour l'instant, c'est relativement neutre sur les dernières semaines, les derniers mois. On est sous MM200 et moi sous MM200, je reste prudent. J'attends qu'on la reprenne de force. Si on ne la reprend pas de force, il y a un risque de retour dans le range. Ensuite, Total Energy, à l'image du pétrole et des indices qui sont complètement neutres. Total est complètement neutre. Ma stratégie pour la fin d'année n'a pas changé. J'adorerais voir Total baisser. J'ai une zone optimum d'entrée qui monte progressivement avec le temps puisque j'ai un canal identifié ici en bleu qui monte dans le temps puisque c'est un canal à faible pente. J'avais défini la zone 30-32, peut-être que je pourrais réviser cette zone entre 31 et 33 pour correspondre à la borne basse du range. En tous les cas, voilà. Pour ma part, pour acheter du Total, si vous me le permettez, j'attendrai une correction de 10 à 15% pour pouvoir en accumuler dans une optique de long terme et pouvoir toucher des dividendes pour les années à venir. On passe à la rubrique Trend Following et GLB et on commence justement avec une GLB potentielle, j'ai bien dit potentielle. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Believe donc a été introduite, elle a fait un plus haut à 18,45, elle a baissé, elle consolide et elle a testé sa GLB hier. Mais la GLB n'est pas validée, on n'a pas cassé, donc il n'y a pas de signal encore. Et vous le savez comme moi, une GLB peut être faite 3 mois, 6 mois, 9 mois après l'introduction, voire bien plus. Valneva l'a fait 10 ans plus tard. Mais j'aurais tendance à attendre une clôture au-dessus des 18,50 pour valider le passage en GLB, en Green Line Breakout, vers de nouveaux records historiques. Je pense que beaucoup de gens ont anticipé la GLB ces dernières séances et c'est pour ça qu'on est monté chercher ce seuil, mais tant qu'il ne passe pas, restons objectifs et attendons le signal levré. Biosinex dans les valeurs Covid, c'est mou, c'est neutre, mais ça reste inscrit dans une tendance globalement haussière et c'est une valeur qui est en trend following. Vous voyez ici une oblique qui passe par tous les plus bas depuis un peu plus d'un an, une autre oblique qui passe ici. Elle n'est pas très propre parce qu'elle a été un petit peu violée, travaillée, cassée. J'aime pas trop quand c'est le cas. Donc on va dire que la zone d'importance, c'est la zone des, on va dire 20 en dernier appel et 21 surtout. 21, zone horizontale, oblique haussière, MM200. Donc tant qu'on est au-dessus des 20-21, c'est haussier à moyen long terme. Si on casse les 20-21, là par contre, il y a un moment donné où malheureusement il faut savoir alléger. Et pour ce qui est des renforts, d'être positif, il faut attendre la cassure des 24, 50, 25 euros pour relancer la machine en direction d'éventuels records. Pour l'instant, c'est la latéralisation qui prévaut. Freelance.com, autre GLB potentielle, mais attention, c'est une GLB de type 2. Qu'est-ce qu'une GLB de type 2 ? C'est sur une action où on est passé de très bas à la GLB. Il y a des GLB comme Believe où on est un petit peu sous la GLB, sous le cours d'introduction, puis on finit par le passer. Ici, c'est une action qui a été introduite
il y a longtemps, hein. En 2005, elle a chuté jusqu'en 2009, passé pratiquement 10 ans à plat, et là c'est théorie du phénix, on est vraiment dans la recovery. Donc retour à la croissance, bénéfices, on a des volumes qui sont venus nourrir la hausse, on a un titre qui évolue au-dessus de la MM200, on aime beaucoup les différents tests ici de la MM200 dans la montée. Toujours la même chose, hein, phase de hausse, phase de latéralisation, un peu comme sur Median ou d'autres, Median Tech ou d'autres, phase de hausse, phase de latéralisation, phase de hausse, et là on vient de toucher la GLB, c'est exactement comme Believe. On est monté ces derniers temps et on a touché la GLB, mais elle n'est pas validée. Donc, prudence. On peut latéraliser encore pendant un certain temps avant d'éventuellement valider cette GLB, ce qui serait un signal haussier fort et qui nous enverrait vers de nouveaux records historiques. Mais tant qu'on ne la passe pas, une latéralisation qui peut durer quelques semaines à plusieurs mois peut prendre forme. Lectra, très belle valeur en trend following. Vous voyez que la valeur est montée très fortement jusque 2017, 3 ans de latéralisation à plat. On bloquait ici sous la zone des 25 euros, testé une fois, 2 fois. Ça passe en force avec gap haussier, gros volume et actualité positive, très bon résultat de l'entreprise. Dans la foulée, on casse le plus haut historique datant de 2017, signal fort. On travaille la zone, c'est un peu comme les GLB, hein. On arrive sur un peu historique, on le travaille, puis on s'en extrait. Et pour l'instant, c'est une valeur en trend following. Tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, on se laisse porter. On remonte les stops de protection sous les précédents creux. Et tant que le titre fait des plus bas de plus en plus haut, on continue de remonter les stops progressivement et d'accompagner. Petit bémol, on va dire. Vous noterez donc ce canal haussier en place depuis 1 an et demi, avec la borne haute de ce canal ici vers 39 euros. Donc voilà, pour certains, ce sera peut-être le moment d'encaisser une tout ou partie, de prendre des bénéfices pour se faire du bien au cerveau, mais aussi au portefeuille. La star du jour, c'est Median Technology. Magnifique parcours ici. Alors Median Technology, c'est de la biotech, c'est de la medtech surtout. Pour certains, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du software. On va dire que c'est un dossier hybride. C'est une des rares biotech françaises qui est soutenue par des gros volumes ces derniers mois. Il y a plein de fonds d'investissement qui sont rentrés dedans, notamment Financière Arbevel, je crois qu'il y a une grosse position dedans. La valeur est en trend following au-dessus des mêmes 200. Elle aime évoluer à la hausse puis en phase de range, à la hausse puis en phase de range. Là, on est peut-être dans une nouvelle extraction haussière. Là aussi, on est sur une GLB potentielle. En effet, regardez, quand on prend le graphique sur 10 ans, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Déjà à 8 euros, puis à 12 euros. Je vous disais que l'objectif vraiment des investisseurs à moyen long terme, c'était de viser les plus hauts historiques et une potentielle GLB à terme. Eh bien, ça y est, on y est. Donc on va dire que déjà c'est un beau parcours, un bel effort, une belle réalisation que d'avoir atteint ce seuil, que d'avoir réalisé ces beaux mouvements haussiers. Et maintenant, on va voir si les opérateurs optent pour des prises de bénéfices sous la GLB, avec une latéralisation, avec un comblement tout ou partie du gap qu'on vient de laisser ouvert sous nos pieds, ou si au contraire, avec l'annonce du jour, qui est sortie hier soir, ou si au contraire on va réussir à passer cette zone, les 16 euros. Alors vous avez 16 euros la GLB, puis 16,50 euros le plus haut du jour. Il faut réussir à tenir, voire à clôturer au-dessus de 16, puis à accélérer au-dessus de 16,50 pour valider la GLB et lui donner une chance de tenter l'échappée et d'aller chercher 18-20 euros. Tant qu'on reste sous les 16-16,50, on peut latéraliser un temps, tout comme on peut venir combler le gap. Donc là, tout dépend de votre profil. Ce matin, je faisais un sondage sur Twitter et je disais voilà, quand vous êtes sur
quel comportement est-il opportun d'adopter lorsqu'une biotech française ouvre en gap de 20% et touche une résistance à plus 30% dès 9h05? Et donc là, il y a beaucoup de gens qui répondent on encaisse tout, d'autres on encaisse minimum 50%, d'autres on garde à long terme, d'autres ne savent pas. Merci à tous d'avoir voté. Beaucoup de gens ont répondu on encaisse minimum 50%. Je trouve que c'est une bonne réponse de dire qu'on encaisse un bout, voire la moitié. Alors pour certains c'est 20%, pour d'autres c'est 30%, pour d'autres c'est la moitié. Tout simplement parce que dans 95% des cas sur une biotech ou medtech française, medtech, quand on a une bonne news, qu'on gagne plus 20, plus 30 et qu'on tape une résistance, globalement ça végète voire ça retombe. Donc se dire je prends des bénéfices est une bonne chose. Faut pas oublier que parfois elle est capricieuse. Pour beaucoup de gens qui avaient acheté entre 12 et 13 euros, ça fait 25% de performance au cours actuel. Donc on a envie d'en prendre un bout. Après d'autres personnes m'ont dit moi personnellement je suis rentré à 8 euros dessus, je ne bouge pas. Je peux tout à fait comprendre que la valeur est complètement haussière, qu'elle est potentiellement à la porte de la validation d'une GLB et que vous ayez tout simplement envie de tenir la position en attendant d'éventuelles prochaines bonnes nouvelles et une appréciation vers les 20 euros. Je trouve que ça dépend du point d'entrée qu'on a choisi. Pour ceux qui sont court-termistes, qui sont rentrés la semaine dernière et qui se prennent un plus 30 rapidement, ça vaut quand même le coup d'encaisser un bout. Après, si vous êtes long terme, vous avez étudié le dossier, vous êtes rentré à 8 ou 10 euros et que vous ne voulez pas bouger, je peux naturellement le comprendre. Reworld Media va publier des résultats qui, en théorie, devraient être bons au vu de ce qui a été fait ces derniers trimestres. C'est en tous les cas ce que semblent espérer les opérateurs avec le titre qui ici a tenu MM200, qui repart progressivement. Alors j'avais fait une analyse sur Reworld Media avec un point d'entrée à 3,70 sur Zone Bourse. Alors j'essaye de retrouver ça. Et j'avais mis un objectif à 4,55. On a fait 4,54. Donc pour ceux qui voulaient suivre cette stratégie simple, alors c'était un point d'achat ici sur le gap qu'on avait ouvert en mars et avec un potentiel de 23%. Bon, elle a gagné 22,5%, donc pour les court-termistes, on a gagné 22%, on n'a pas envie de jouer avec le feu, on encaisse tout ou partie. Pour ceux qui veulent tenir le dossier à moyen terme en espérant une cassure des plus hauts annuels, eh bien on peut prendre un peu de ses bénéfices et ou on peut remonter son stop de protection. Par contre, ici, si je devais remonter mon stop, je le laisserais quand même sous les 4 euros. Parce que c'est une valeur qui peut évoluer en crabe et on n'a pas envie de se faire sortir par un simple repli sur les 4,20, ce qui serait légitime. Une ancienne résistance cassée, on peut très bien faire un pullback dessus. Donc soit vous encaissez parce qu'on vient de prendre 20% suite à ma stratégie, soit vous tenez, mais dans ces cas-là, il faut tenir avec un stop, un minimum large. Et puis, Vivendi, dans les valeurs trend following, magnifique parcours. Elle a été un peu capricieuse ici, elle est sortie par le bas de son canal haussier, elle est venue tester MM200. Alors le test des MM200 et la bougie du 28 juillet avec une ouverture au plus bas et une clôture au plus haut était quand même très belle. Et puis ensuite on a regagné MM50 et donc vous voyez les différents signaux d'achat, on rentre jamais sur le point bas ici. Ici elle s'extrait par le haut, elle montre qu'il y a de la puissance. Donc le signal il était là, à la cassure des 29 euros. Ensuite il y avait un nouveau signal par la cassure des plus hauts des 3 derniers mois, à 30 euros, 30 euros, 30. Pour ceux qui ont suivi ce genre de signaux et qui prennent 10%, ça vaut peut-être le coup d'encaisser un petit bout de la performance après avoir gagné 10% en ligne droite. Pour ceux qui sont moyen long terme et qui veulent rester jusque la cotation en bourse du MG, je peux le comprendre. On avait parlé de Bolloré, qui fait un parcours absolument magnifique, souvenez-vous, quand on avait gapé ici en février, ensuite Bolloré, elle n'est pas revenue combler le gap, elle a continué de filer tout droit. D'ailleurs, on est pratiquement sur des plus hauts historiques. Il y a Financière OD aussi.
compagnie Audet. Donc ici, les plus hauts historiques ont cassé. Donc compagnie Audet qui surperforme, qui a fait un nouveau plus haut historique. Bolloré qui suit et Vivendi enfin. Donc, bravo à vous si vous avez choisi les bonnes compagnies Audet et Bolloré. Si vous êtes sur Vivendi, ça vaut le coup peut-être de prendre des bénéfices avant l'opération sur EMG, ou au moins, en tous les cas, de remonter vos stops de protection, peut-être sous cette zone de prix-là. L'ancien plus haut annuel est à 32,30. Le haut du gap ici qu'on a laissé ouvert le 26 août dernier est à 32. Donc afin de valider des gains quoi qu'il se passe, peut-être que remonter ces stops pour les court-termistes sous les 32 euros s'avérerait être une bonne idée. Ensuite, on passe aux valeurs étrangères pour finir. Voilà. On va pas regarder Apple en Italie, on va la regarder sur le Nasdaq. Apple qui drive en grande partie le Nasdaq avec sa hausse. Donc ici, on est dans une valeur haussière à long terme, à moyen terme, à court terme. Vous voyez qu'on a fait de très beaux tests de la MM200 en juin dernier et qu'on est reparti. On a cassé les plus hauts historiques récemment. On fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Tant qu'on fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, tant qu'on est au-dessus de la MM50 à 146 et de la zone horizontale des 144, c'est foncièrement haussier. Ce n'est qu'en cas de retour de cassure des 145 qu'on se poserait des questions, qu'on serait un peu plus attentiste et que le titre ferait une pause. Pour le moment, au-dessus de 150 c'est très fortement haussier, au-dessus de 144-46 c'est haussier. Autre magnifique titre, cette fois en Allemagne, Carl Zeiss Meditech. Donc là, on est sur une valeur trend following, mais absolument sublime. Vous voyez que parfois on évolue dans des triangles, on sort à la hausse, triangle, on sort à la hausse, petit range, on sort à la hausse. Ici, on est bloqué sous une résistance horizontale, on la casse, pullback, on part à la hausse, on consolide un peu, hop, ça repart. Ici, on espérait un retour sur les 185 pour pouvoir en acheter, mais s'il n'y en a pas, on se force à acheter les cassures de plus haut. Le plus haut est ici à 200, à 199,80 j'ai l'impression. Donc, seuil horizontal, plus haut historique, seuil psychologique, une cassure des 200 euros serait un nouveau signal haussier sur cette valeur qui ne fait que les enchaîner. Ensuite, on part du côté du Portugal avec CTT Correios Sport, une valeur qui est en mode recovery. Ici, on est en théorie du phénix. Forte baisse pendant des années, consolidation à plat, on arrive à s'extraire de la MM200, retour des volumes très forts, on rentre dans un trend following très rapide, mais petite théorie du jouet cassé quand même, c'est le petit bémol. C'est-à-dire qu'on avait une tendance haussière très forte et là la cassure est moche, l'avalement baissier extrêmement fort, les volumes sur cette baisse très forts aussi. Alors certes on fait des plus bas de plus en plus haut sur les 1 mois et demi qui viennent de passer, mais on voit bien aussi que les 4,75, 4,80 bloquent pour le moment. C'est la clôture du 6 août, c'est la zone qu'on a testée aujourd'hui même. Donc pour pouvoir relancer la hausse, il faut absolument casser cette zone de prix pour redémarrer vers les plus hauts. A contrario, attention, ça peut être un triangle avant une éventuelle sortie par le bas. Donc là, si on est un investisseur de moyen terme, si on était rentré dans la hausse, si on n'a pas été stoppé par cette forte chute du mois de juillet, eh bien il faut être conscient qu'il faut absolument tenir les 4,50. Les 4,50, c'est cette oblique verte ici qui passe par tous les plus bas. Donc attention, si on échoue sous 4,75, qu'on casse 4,50, ça se dégrade fortement. Si au contraire on arrive à casser les 4,75-80, il y a des chances qu'on revoie les plus hauts. EVS, Broadcap Equipment à Bruxelles. Ici c'est joli, puisqu'on a une sorte de runaway gap. Un runaway gap, c'est quoi? C'est un gap d'éjection avec volume. Le gap d'éjection, il est là. Les volumes sont ici. Et en fait, un runaway gap, on en voit souvent aux États-Unis. Sur une publication, une bonne nouvelle, on a un gap haussier, puis le gap est testé, et puis ça continue de monter. Il n'y a pas de comblement de gap, comme on peut en avoir souvent en Europe.
Alors attention ici, hein, ça reste un dossier un peu épineux, ça fait 10 ans que ça baisse. Mais voilà, peut-être théorie du phénix. Latéralisation, sortie par le haut, on a testé la zone horizontale, vous voyez le travail ici de l'ancienne résistance devenue support à 17,20 € est magnifique. Le temps qu'en plus la MM200 arrive avec les prix, et donc vous voyez toujours cette notion de cours qui viennent tester ou presque MM200 avant de repartir, c'est absolument magnifique. Donc là, il faut réussir à rester au-dessus des 19, 19,5 et à casser les 20-40 pour aller chercher la zone de résistance suivante vers 23,50. Si au contraire on repasse sous les 19,20, 19,40, il y a des risques qu'on aille combler le gap et qu'on reste un peu plus neutre, un peu plus longtemps. Ce serait le cas si notamment les indices boursiers venaient à perdre un peu de hauteur. Ensuite, on retourne en Allemagne avec Pfizer Vacuum Tech, où là on est sur une valeur haussière de long terme, parfois assez erratique, hein, notons-le quand même, et qui travaille une zone de résistance majeure. On a testé cette zone de résistance une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et ces dernières séances, on tape à la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon bah voilà, faut casser les 183. Faut réussir à s'en affranchir pour aller chercher les plus hauts historiques et inscrire de nouveaux records et viser les 200 €. Si on n'arrive pas à passer, bien évidemment, risque de consolidation. On est pile poil sur le pivot, hein, donc c'est maintenant que ça se joue. On peut peut-être remonter le stop sous le précédent creux. Si ça passe, on peut acheter, sinon on n'en a pas, ou renforcer si on en a déjà et qu'on attendait un signal supplémentaire. Si ça ne passe pas, par contre, il faudra prendre son mal en patience, voire pour les court-termistes, prendre des bénéfices. Ensuite, Prosus. On ne va pas crier victoire, hein, mais il y a du mieux. Les valeurs technologiques chinoises ont chuté de 50% ces derniers mois. Prosus, qui est coté à Amsterdam, est complètement corrélé à Tencent, valeur technologique chinoise, qui est haussière à très long terme, mais qui est baissière sur les dernières semaines. Donc il fallait absolument tenir cette zone des 65-70, ça a été le cas. On a fait un double creux, c'est plutôt positif. On est sorti du canal baissier, c'est plutôt positif. Et on a regagné MM50. Donc il y a du mieux. C'est toujours pas aussi à moyen terme, hein. Ça reste une zone de neutralité, dirons-nous, entre 67 et 81, 82. Faudrait casser les 82 pour ensuite aller retrouver MM200 à 88. Faut prendre son mal en patience. Je dirais que pour ceux qui ont acheté dans ces trous d'air, ou qui ont gardé leur position acheteuse qu'ils avaient précédemment en perte, bon, il y a du mieux. On a tenu la zone de soutien. Maintenant, on va peut-être latéraliser un certain temps. Donc, je pense qu'il faudra s'armer de patience sur celle-ci. Et puis, on finit cette émission avec Virgin Galactic. Virgin Galactic qui nous a habitués à des phases haussières, à des phases correctives extrêmement puissantes, phase haussière, phase corrective. Vous le savez, hein, quand on a eu le vol positif et l'annonce de l'augmentation de capital, j'ai dit qu'il convenait de sortir, d'encaisser sur Virgin Galactic. Et je l'attends ici, entre 15 et 20 $ de nouveau. On a un gap ici qui a été laissé ouvert à 17,20 $. Donc la zone des 17-18 $, pour moi, ce serait l'entrée optimum. Donc pour l'instant, c'est baissier, c'est moche. Mais si ça perd 25% de plus et qu'on revient vers des 17-18 $, ne vous étonnez pas si de nouveau, je vous ressors Virgin sur support de long terme. Voilà, c'est la fin de cette émission, 58 minutes 40, on est sous l'heure d'émission, j'espère que cela vous a plu, un point macro, psycho, multi-marché, des analyses sur action, un peu toutes les places, un peu tous les styles. N'hésitez pas à me proposer des valeurs par email, par Twitter, sur YouTube, à me donner vos avis, vos critiques constructives. Et voilà, très content de vous retrouver pour la rentrée, on redémarre de plus belle. Je vous souhaite à tous de belles journées ensoleillées, un bon trading, ou plutôt un bon investissement, puisqu'il vaut mieux investir que trader. Et je vous dis à tout de suite sur Twitter et à la semaine prochaine dans les marchés en action.